Nous venons de décrire la forme, la morphologie externe du cœur au sein du médiastin. Nous allons maintenant ouvrir les cavités cardiaques pour décrire les structures internes de ces cavités. Cette diapositive va insister sur la structure cavitaire du cœur et nous allons montrer un peu mieux comment le muscle cardiaque se décompose en 4 cavités. Nous allons couper horizontalement le bloc cardiaque, comme ce plan le représente ici, et nous allons observer la partie inférieure de la coupe. Pour faciliter son orientation, avec ce trait épais marron, nous représentons la paroi thoracique antérieure, et nous allons ensuite commencer par décrire les cavités droites, en commençant par l'atrium droit. Lorsque l'on observe l'atrium droit par au-dessus, comme sur cette coupe, on voit au fond de cette cavité l'abouchement de la veine cave inférieure qui est ici symbolisé par ce cercle pointillé. Voici donc l'intérieur de la cavité atriale droite et on poursuit la description sur le schéma en haut à gauche simultanément. Cette cavité s'ouvre dans la cavité ventriculaire droite, puis le sang sera dirigé vers le poumon pour son oxygénation et reviendra aux cavités cardiaques gauche par les veines pulmonaires. Sur ce plan de coupe, seules les veines pulmonaires inférieures gauche et inférieure droite peuvent être représentées. Ces veines pulmonaires vont toutes converger vers la cavité atriale gauche ou oreillette gauche, qui, bien évidemment, ne peut pas apparaître sur le schéma en haut à gauche, puisque masqué par les cavités droites. Cet atrium gauche va s'ouvrir ensuite dans le ventricule gauche. On note la position de l'apex du cœur, qui est donc la pointe du cœur, qui, on le voit un peu mieux sur ce schéma, appartient en fait au ventricule gauche, et c'est donc en fait la pointe du ventricule gauche qui correspond à l'apex cardiaque. Cette coupe est riche d'informations sur les parois du cœur. En effet, on retrouve la notion essentielle qu'il n'y a pas de communication entre les cavités gauches et les cavités droites. Il y a donc entre les côtés gauche et droit un plan septal, plus ou moins épais, mais qui assure une parfaite étanchéité. Ce septum est nettement plus épais entre les ventricules qu'entre les oreillettes. Ensuite, ce schéma permet de voir que la paroi des atria, ou oreillettes, est toujours plus mince que celle des ventricules. Du côté droit, la paroi atriale est en fait en 2 parties, une partie dorsale qui est lisse, une partie plus latérale qui est pectinée. Une partie lisse qui a pratiquement la même structure qu'une paroi veineuse, une partie pectinée qui a un tissu musculaire beaucoup plus épais. Il n'y a pas la même différence au niveau des parois de l'oreillette gauche. Nous verrons plus loin dans ce cours pour quelles raisons l'oreillette droite est dotée de cette différence de paroi entre sa partie dorsale et sa partie latérale. Au niveau de l'oreillette droite, il est facile de repérer le changement de paroi, puisqu'à l'extérieur, ce changement est marqué par un sillon terminal, et qu'à l'intérieur de la cavité, à ce sillon correspond une crête qu'on appelle la crête
terminale. Ce schéma ensuite montre la différence d'épaisseur entre les parois du ventricule gauche et celles du ventricule droit. Cela permet déjà de comprendre que les cavités gauches seront des cavités à haute pression par rapport aux cavités droites, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup plus de tissu musculaire dédié au ventricule gauche qu'au ventricule droit. Ensuite, ce schéma montre clairement qu'il y a une communication homolatérale entre chaque atrium et chaque ventricule, mais que cette communication est équipée d'un système de valves. Il y a une valve atrio-ventriculaire gauche, une valve atrio-ventriculaire droite. Ce système de valves est équipé de cuspides, ce sont ces pointes qui font saillie dans la cavité du cœur. Ces cuspides vont fonctionner comme des systèmes anti-reflux, c'est-à-dire que le sang pourra passer des atria dans les ventricules, mais qu'il n'y aura jamais de reflux des ventricules dans les atria. Nous allons maintenant insister sur les valves atrio-ventriculaires et montrer quelle est leur structure. Avant cela, nous allons, par ce rappel d'embryologie, montrer comment ces valves vont se mettre en place au sein du cœur primitif. Voici 3 étapes successives de la formation des valves atrio-ventriculaires, depuis la période la plus précoce vers la gauche, vers une évolution presque définitive vers la droite. Cette ligne horizontale pointillée signe la ligne de partage entre la cavité atriale et la cavité ventriculaire. Au sein de la paroi du ventricule primitif, il y a tout d'abord, à proximité de la cavité atriale, une densification de la paroi qui formera les cuspides, c'est-à-dire la partie mobile des valves atrio-ventriculaires. Puis progressivement, la paroi ventriculaire extrêmement épaisse va se percer de lacunes qui vont aboutir au dernier stade vers des systèmes de cordage et de muscles dits muscles papillaires qui attachent la cuspide mobile à la paroi du ventricule. Voici maintenant un détail qui porte sur les structures des valves atrio-ventriculaires avec leur système de cordage et de piliers. Voici une coupe qui passe par la paroi atriale et la paroi ventriculaire et qui va insister sur une cuspide mobile qui appartient donc à une des valves atrio-ventriculaires. Cette cuspide est attachée à la paroi ventriculaire par des cordages. On parle de cordages de premier ordre chaque fois que les cordages sont fixés sur la zone d'insertion de la cuspide au niveau de la paroi du ventricule ou sur la base de la partie mobile. On parle de cordages de deuxième ordre, ici en jaune, chaque fois que ces cordages sont tendus entre la paroi ventriculaire et la partie moyenne de la cuspide. Et on parle de cordage de troisième ordre, chaque fois que le cordage est tendu entre la paroi du ventricule et l'extrémité mobile de la cuspide. Voici une coupe sagittale qui passe par une cavité ventriculaire, dont voici la paroi. Au sein de cette cavité apparaissent des structures qui dérivent donc de l'évolution embryologique du cœur primitif et qui vont
servir les unes pour tendre les cordages, ce sont les muscles papillaires, les autres pour permettre des raccourcissements des cavités cardiaques lors des phénomènes de contraction. On les appelle les trabécules charnus du ventricule. Voici une présentation maintenant d'une valve atrioventriculaire afin d'insister sur la mécanique des cuspides. Nous allons prendre l'exemple de la valve atrioventriculaire gauche, qui est une valve à deux cuspides. Ces deux cuspides sont très asymétriques. On voit ici l'ensemble de ces deux cuspides sortis de la cavité cardiaque pour mieux en étudier la disposition. Il y a en vert sombre une cuspide beaucoup plus réduite, mais aussi beaucoup plus large, et en vert clair, une cuspide qui dépasse largement la moitié de la circonférence de l'orifice, mais qui par contre est beaucoup moins large. Entre les deux, on note deux incisures. Ces cuspides sont donc indépendantes. Elles reçoivent toutes deux des cordages de troisième ordre qui sont représentés ici. Les cordages de premier et deuxième ordre n'ont pas été représentés. On voit ainsi que pour ces deux cuspides, il y a deux muscles papillaires qui chacun répartissent les cordages sur les deux valves. Nous insistons maintenant sur le rôle des muscles papillaires dans le fonctionnement des cuspides et plus généralement dans le fonctionnement des valves atrioventriculaires. Ces valves vont s'ouvrir par simple différence de pression de part et d'autre de la valve. Et elles vont se fermer également par simple différence de pression de part et d'autre de la valve. Les muscles papillaires sont simplement là pour tendre les cordages et pour s'opposer au prolapsus des cuspides lors de la systole du ventricule. Pour comprendre ce phénomène, nous allons montrer ce qui se passe lorsque, justement, un cordage ne fonctionne plus. Il peut effectivement, lors des traumatismes du cœur, apparaître des ruptures des cordages de troisième ordre. Mais aussi, nous le comprendrons un peu plus loin dans ce cours, par ischémie, par souffrance vasculaire des muscles papillaires, on peut aboutir parfois à un infarctus qui détruit un muscle papillaire, ce qui correspond en quelque sorte à une rupture de tous les cordages de troisième ordre qui sont fixés sur ce muscle papillaire. Voici une coupe qui représente la cavité ventriculaire avec en vert les deux cuspides parfaitement affrontés. Au-dessus, c'est la cavité atriale. Lors de la systole du ventricule, lorsque la pression va monter dans le ventricule, dans un premier temps, cette pression va appliquer encore plus fort les cuspides l'une contre l'autre. Maintenant, s'il y a une rupture de cordage, eh bien, lorsque la pression va continuer à monter, la cuspide va se retourner dans la cavité atriale, c'est ce qu'on appelle un prolapsus de la cuspide, et il y aura alors une fuite du ventricule vers l'atrium. Cela permet donc de comprendre que le muscle papillaire, s'il ne fonctionne pas, ne peut pas assurer l'étanchéité parfaite des deux cuspides lors de la montée en pression dans la cavité ventriculaire. Donc, ces muscles papillaires sont là pour tendre les cuspides, pour les affronter l'une contre l'autre et pour résister à l'hyperpression lors de la systole ventriculaire.
Nous allons maintenant détailler les cavités cardiaques les unes après les autres en suivant le cours du flux sanguin, et nous allons donc commencer par les cavités droites et en particulier l'atrium droit. Voici une vue latérale droite de l'atrium droit ou oreillette droite qui va insister sur les constituants de l'atrium droit. C'est en effet une cavité cardiaque complexe dont on peut faire apparaître trois constituants successifs. Il y a tout d'abord en arrière, dorsalement, une première partie avec des parois lisses qui dérivent du sinus veineux de l'embryon. Les parois de cette partie dorsale de l'atrium sont très proches des parois des veines caves crâniales et caudales. Voici ici les flux sanguins caves supérieurs et inférieurs qui convergent dans cette première portion de l'atrium droit. Dans cette première portion, les sangs caves supérieurs et inférieurs vont se mélanger. En effet, les sangs veineux supérieurs et inférieurs n'ont pas exactement la même composition, puisque la veine cave inférieure ramène du sang issu du tube digestif, et donc un sang qui aura une composition différente en fonction des moments de la digestion. La première portion de l'atrium droit est donc là pour essayer d'homogénéiser les sangs veineux caves supérieurs et inférieurs. L'homme étant un animal fait pour vivre en position érigée, on comprend aisément que le flux sanguin qui provient de la veine cave inférieure et qui remonte jusque dans l'atrium droit risquerait à chaque station érigée de redescendre dans la veine cave inférieure après avoir atteint l'atrium droit. Il y a donc à proximité de la terminaison de la veine cave inférieure une valve qui est ici soulignée en vert qui va basculer vers l'arrière chaque fois que l'oreillette droite va se mettre en contraction, c'est-à-dire en systole, pour éviter au sang veineux de redescendre dans la veine cave inférieure. Autre élément à noter dans cette première portion de l'atrium droit, il existe du côté septal, c'est-à-dire dans la cloison qui la sépare de l'oreillette gauche, des petits orifices veineux qui sont des veines dites minimes de drainage des parois du cœur. Ces veines s'ouvrent donc dans la cavité atriale droite. Enfin, la paroi septale de cette première portion de l'atrium droit est marquée par une dépression ovale qu'on appelle la fosse ovale dans la partie basse de ce septum. À la surface de cette paroi, de cette partie lisse de l'atrium droit, on retrouve donc la crête terminale qui correspond au sulcus terminal qu'on avait décrit à l'extérieur des cavités du cœur. Cette crête terminale marque de façon très nette le passage à la cavité suivante qui a, elle, une paroi pectinée, une paroi musculaire. C'est cette portion qui va pouvoir se contracter pour chasser le sang dans la cavité ventriculaire. C'est aussi cette portion qui porte l'auricule droite, qui est en fait un diverticule dans la cavité atriale droite, capable de juguler des hyperpressions lors des afflux sanguins dans les cavités droites du cœur. C'est en quelque sorte une soupape de sécurité qui est là pour maintenir une pression à peu près stable dans l'atrium droit. Cette deuxième portion atriale, portion pectinée, porte au niveau de sa paroi septale un orifice qui s'appelle l'ostium du sinus coronaire. Cet orifice correspond à la terminaison du sinus coronaire qui est la veine principale
qui draine toute la circulation veineuse des parois du cœur. Il y a à ce niveau une petite structure valvulaire qui est là encore pour éviter le reflux sanguin de l'atrium droit dans le sinus coronaire lors de la contraction de l'oreillette. La dernière partie, qui est aussi la plus réduite, est un simple cône fibreux, cône d'éjection, qui est là en fait pour jouer le rôle de gicleur et diriger le flux sanguin vers le ventricule droit. Il faut simplement noter que ce cône d'éjection est perforé crânialement pour laisser le passage à une des veines du ventricule droit, qui va donc se drainer de façon indépendante directement dans les cavités droites du cœur. Nous allons ici décrire l'intérieur de la cavité ventriculaire droite. Voici une vue latérale droite du ventricule droit largement ouvert pour laisser apparaître l'intérieur de sa cavité et suffisamment ouvert également pour pouvoir extraire du ventricule l'ensemble de la valve atrio-ventriculaire droite. Voici tout d'abord la face atriale, celle qui est donc tournée vers l'atrium droit. C'est cette face qui va porter la valve atrio-ventriculaire. La face septale, elle aussi invisible, va séparer les deux ventricules gauche et droit. La face sternocostale, c'est celle qui est tournée vers la paroi thoracique, et c'est celle sur ce schéma qui a été largement ouverte pour voir l'intérieur du ventricule. La face diaphragmatique est en fait celle sur laquelle repose la pyramide que forme le ventricule droit. Voici donc en gris l'orifice atrio-ventriculaire vidé de sa valve à 3 cuspides. Cuspide antérieure, postérieure et cuspide septale, un peu plus étendue que les deux autres. On l'appelle donc la valve tricuspide ou valve atrio-ventriculaire droite. Cette valve va être animée par les muscles papillaires antérieurs tout d'abord, celui qui est représenté en 1 sur le schéma, muscle papillaire postérieur et un muscle papillaire septal parce que fixé sur le septum interventriculaire lui-même. On retrouve donc ces 3 aspérités à l'intérieur de la cavité du ventricule. On retrouve également un autre relief qui est propre au ventricule droit, qu'on appelle la trabécule septomarginale, qui est une sorte de pont à plusieurs arches tendues entre la face septale et la face diaphragmatique du ventricule. Nous verrons plus loin que cette trabécule va contenir un rameau de tissu cardio-necteur. Ce qui constitue le sommet de cette pyramide, c'est en fait l'orifice de sortie du ventricule droit, c'est-à-dire le tronc pulmonaire. Ce tronc pulmonaire est équipé d'une valve à 3 valvules. Ces valvules sont toutes les 3 de la même dimension et elles ont une forme de demi-lune. Ce sont les 3 valvules semi-lunaires. Nous allons comprendre leur fonctionnement sur le dernier schéma de cette diapositive en bas à droite. Ce schéma représente l'arrivée du sang depuis, vers la gauche, l'oreillette droite jusque dans la cavité ventriculaire droite. De l'oreillette vers le ventricule, le sang a un trajet pratiquement horizontal. La valve atrio-ventriculaire va se refermer, le sang s'accumule dans le ventricule droit, et lors de la systole du ventricule droit, lors de la contraction du ventricule droit,
le sang va être propulsé pratiquement à 90 degrés vers le haut, c'est-à-dire vers le tronc pulmonaire. Il y a à ce niveau une chambre de chasse avec une paroi lisse qu'on appelle l'infundibulum pulmonaire. À la fin de l'infundibulum, on trouve l'appareil des valvules semilunaires et ce n'est au-dessus de ces valvules que commence l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire. On comprend ainsi que sous pression, le sang va traverser ces valvules semilunaires, passer dans l'artère pulmonaire, en fin de systole du ventricule. La colonne de sang dans l'artère pulmonaire va appuyer sur les valvules semilunaires, les plaquer les unes contre les autres et fermer l'infundibulum pulmonaire. Il n'y aura donc pas de retour possible de l'artère pulmonaire dans l'infundibulum. Voici une vue maintenant de l'atrium gauche. Et pour cela, nous avons utilisé une vue de la face pulmonaire du cœur, donc de la face gauche du cœur, qui est ici représentée. Et nous avons réalisé une large ouverture quadrilatère à travers la paroi de l'oreillette gauche, en avant de la terminaison des veines pulmonaires. C'est ce que représente ici cette zone hachurée. Voici donc la vue de l'atrium gauche ouvert. Et l'on voit au fond de l'atrium gauche la face septale qui sépare l'atrium gauche de l'atrium droit. La partie haute de ce septum est marquée par une valvule, dite valvule du foramen ovale. On expliquera plus loin l'origine embryologique de cette structure. Le schéma repose sur la face diaphragmatique du cœur. La face dorsale reçoit la terminaison des 4 veines pulmonaires qui convergent vers le centre de la cavité atriale. La cavité atriale a un diverticule appelé auricule gauche qui, là encore, joue le rôle d'une soupape de sécurité, c'est-à-dire d'une chambre qui permet de réguler la pression à l'intérieur des cavités gauches et éviter les surpressions. La face atrio-ventriculaire de l'atrium gauche est percée d'un orifice atrio-ventriculaire appelé orifice mitral, car la valve qui va prendre place sur cet orifice s'appelle la valve mitrale ou valve atrio-ventriculaire gauche. Si l'on réalise maintenant une coupe à peu près horizontale, telle que le plan le représente sur le schéma en cartouche, ou tel que le représente ici ce cadre marqué de pointillés rouges, voici l'aspect des cavités vu par au-dessus, avec la représentation du flux sanguin. Voici le flux sanguin qui arrive des veines pulmonaires, ici veine pulmonaire inférieure, droite et gauche. Ce sang converge dans la cavité atriale et passe à travers l'orifice atrio-ventriculaire gauche ou orifice mitral. Le sang est propulsé en direction de l'apex du cœur, puis au sein du ventricule gauche, il va avoir une trajectoire ensuite inversée, comme si le sang propulsé de l'oreillette gauche allait rebondir sur la face antérieure du ventricule gauche pour repartir vers l'arrière. On voit ici la cuspide septale de cette valve mitrale qui va jouer un rôle de rampe de lancement pour le sang qui partira du ventricule gauche en direction de l'aorte ascendante. On lui oppose la deuxième cuspide ou cuspide pariétale moins large. Voici une vue de l'intérieur de la cavité du ventricule gauche, réalisée après avoir ouvert largement le ventricule gauche sur sa face pulmonaire.
Voici en cartouche donc l'incision qui permet d'ouvrir le ventricule et en dessous l'aspect de cette cavité cardiaque ouverte. L'arrière-plan est celui du septum interventriculaire, donc entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Ce septum a un aspect différent entre la portion crâniale et dorsale et la portion caudale et ventrale. Cette portion crâniale et dorsale est une portion lisse, extrêmement mince, qui permet presque par transparence d'apercevoir la cavité ventriculaire droite. Alors que la partie ventrale et caudale du septum est beaucoup plus épaisse et trabéculée. Voici l'orifice atrioventriculaire gauche, appelé encore orifice mitral, et cette valve mitrale maintenant extraite de l'intérieur de la cavité. L'appellation valve mitrale provient de la vieille nomenclature anatomique dans laquelle les anatomistes comparaient cette valve à une mitre d'évêque avec ses deux portions asymétriques. Portion asymétrique septale ou encore cuspide septale qui ne représente pas la demi-circonférence de l'orifice qui est par contre large et cuspide pariétale ou portion pariétale de la valve qui est elle plus étroite mais qui déborde largement sur l'hémiscirconférence opposée. Deux muscles papillaires vont animer les cordages de cette valve, le muscle papillaire postérieur et le muscle papillaire antérieur. Le sang contenu dans le ventricule gauche sera propulsé vers l'aorte et dans ce mouvement, le sang prendra donc appui sur la cuspide septale qui se comportera comme une rampe de lancement qui dirigera le sang vers le haut et en arrière à travers l'orifice de l'aorte ascendante. Cet orifice est marqué de 3 valvules, dites valvules semilunaires aortiques, qui permettront donc au sang de monter du ventricule dans l'aorte ascendante, mais qui éviteront au sang de redescendre dans la cavité ventriculaire après la contraction du ventricule. Voici maintenant la projection du cœur sur la paroi thoracique ventrale du thorax et surtout la projection de ces orifices valvulaires du cœur. Comme repère, nous mettons en place le deuxième espace intercostal gauche, le cinquième espace intercostal gauche, et nous allons commencer par décrire les projections anatomiques des valves. Cela vous permettra, en pratique médicale, de rechercher sur une radiographie thoracique la présence de calcification au niveau des valves et en cas de remplacement valvulaire par des prothèses, de pouvoir situer la position normale de ces prothèses valvulaires sur une radiographie thoracique normale. Le premier orifice à mettre en place est celui du tronc pulmonaire par ce rectangle rouge. Il est donc placé dans le prolongement du troisième cartilage costal et il est à cheval sur la jonction entre ce cartilage et le corps du sternum. Le deuxième orifice est celui de l'aorte, exactement en dessous de lui et dans le prolongement du troisième espace intercostal gauche. Puis vient l'orifice mitral, qui est très oblique et qui va croiser obliquement la partie moyenne du corps du sternum. L'orifice tricuspidien est dans le prolongement de l'axe de l'orifice mitral, mais beaucoup plus caudal. Il faut ensuite connaître la projection stétacoustique de ces orifices.
c'est-à-dire l'emplacement où il faudra placer le stéthoscope pour ausculter de façon sélective chacun des orifices cardiaques. L'orifice du tronc pulmonaire devra être ausculté dans le deuxième espace intercostal gauche contre le bord latéral du sternum. L'orifice aortique devra être ausculté dans le deuxième espace intercostal droit, également très près du bord latéral du sternum. L'orifice mitral doit être ausculté dans le cinquième espace intercostal gauche, à 2 ou 3 cm du bord latéral du sternum. Enfin, l'orifice tricuspidien devra être ausculté à la jonction entre le corps du sternum et le processus xiphoïde du sternum.